Donc, on est à 150 participants. J'imagine que de nouvelles personnes vont nous rejoindre en cours de route. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire d'une durée d'une heure qui aura pour sujet donc, le management de crise. Donc, ce webinaire est organisé par le cabinet MCG Managers et il est le premier d'une série de 4 webinaires puisque nous animerons chaque trimestre de cette année un événement autour des enjeux clés de la vie d'une entreprise et nous avons choisi d'entamer cette année par la gestion de crise puisque c'est un peu le sujet qui est d'actualité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le cabinet MCG Managers, donc, on est un pure player du management de transition. On est un cabinet d'origine lyonnaise qui vient tout juste de fêter ses 30 ans. Ce qui veut dire que nous sommes pionniers dans le métier en France et on fait partie des 10 plus grandes entreprises de management de transition en France, avec pour originalité d'être le seul acteur non parisien de ce classement. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 4 experts de la gestion de crise et je vais les présenter chacun en commençant par donc Philippe Mouillet. Donc Philippe, tu as 40 ans d'expérience dans la direction d'unités manufacturières, aussi bien à travers des PME que des grands groupes. Tu as travaillé dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'injection plastique, dans l'électronique. Et tu es depuis quelques années manager de transition avec une spécialité qui est le retournement industriel. Et si je ne me trompe pas, tu es actuellement donc en mission sur ta 5e mission de management de transition portée donc par MCG Managers. C'est ça. Jean-Philippe ensuite, donc Jean-Philippe Bernier, directeur général du pôle funéraire Lyon Métropole. Donc Jean-Philippe, tu as une expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Tu as travaillé pendant plus de 20 ans, notamment à l'international, en Europe, en Asie, sur le continent américain et également en Afrique. Tu es polyglotte, tu parles l'anglais, l'espagnol et le russe, si je ne me trompe pas. Et tu as fondé en France, en partant de zéro, une entreprise dans le secteur de la logistique qui a pu compter jusqu'à une quinzaine de filiales à travers le monde. Et donc, tu as également goûté au management de transition, puisque avant d'accéder à cette fonction de directeur général au sein du pôle funéraire, tu étais porté dans cette même structure en tant que manager de transition par le cabinet MCG Managers. Bonjour à tous. Ludovic Mouton. Donc Ludovic, tu as commencé ta carrière dans le monde de l'audit, puis tu as évolué vers des fonctions de direction financière et de secrétariat général pendant près de 10 ans. Également ancien manager de transition, tu as travaillé dans l'industrie en tant que directeur financier, directeur des opérations, directeur général et tu es désormais directeur administratif et financier de la société RC Plasturgie qui est basée du côté d'Oyonnax. Tout à fait. Enfin, Pierre-Yves Fréminet. Donc Pierre-Yves, toi, tu as commencé ta carrière dans le monde du conseil pendant près de 10 ans. Tu as ensuite été pendant 20 ans créateur, repreneur d'entreprise. Tu es président pour la zone sud-est de l'APIA, donc, qui est l'association pour les administrateurs indépendants. Et tu es également le directeur du pôle industrie, services, distribution, donc du cabinet MCG Managers. C'est ça. Et donc, me concernant, moi, je serai l'animateur de ce webinaire. Donc, Paul Rognon, je suis business developer, je travaille dans l'équipe de Pierre-Yves, donc au sein du pôle industrie, service, distribution, donc du cabinet MCG Managers. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, il convient peut-être de définir un petit peu ce que c'est que le terme de crise. C'est un sujet qui s'avère plutôt complexe tant le terme est aujourd'hui galvaudé. Quel lien peut-on en effet faire entre une crise cardiaque, une crise d'adolescence, la crise économique que nous vivons, encore une crise de nos démocraties?
Si l'on s'intéresse aux origines étymologiques d'une crise, le terme peut avoir différentes significations. En effet, en Asie, le terme de crise est associé à l'idée de menace ou de danger, voire celle d'opportunité, alors que dans nos cultures occidentales, le grec crisis signifie séparer, ce qui revient à arbitrer ou à prendre une décision. Et c'est en cela que la crise est fondamentalement liée au management. La question à laquelle nous allons tenter de répondre pendant cette heure de webinaire est comment manage-t-on finalement en période de crise? Et nous allons répondre à cette question à travers deux axes. Le premier concernera des témoignages de nos intervenants dans des contextes de crise qu'ils ont pu rencontrer durant leur carrière. Donc, chaque intervenant exposera deux contextes qu'il a sélectionnés. Et puis, dans une deuxième partie, nous aborderons le cas de bonnes pratiques à adopter pour faire face à ces situations et puis, évidemment, pouvoir rebondir. Alors, dans ces contextes de crise, Philippe, tu vas être le premier à nous présenter deux de tes expériences en la matière, avec, je crois, pour commencer, une première mission qui, au départ, n'avait rien d'un contexte de crise, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, une mission dans une PME, membre d'un grand groupe international, une cinquantaine de collaborateurs, 15 millions de chiffre d'affaires, avec une instabilité managériale avérée, avec de nombreux dirigeants, notamment de l'activité industrielle, qui sont restés très peu de temps. L'objectif était de prendre en main l'atelier de fabrication avec un déploiement d'outils de base Lean, une redéfinition et mise en œuvre des règles comportementales, et puis le management de la mise en place d'une nouvelle organisation de direction qui puisse donner de la pérennité à la direction de cette entreprise. Et puis, un vendredi matin, à 9h17 très exactement, c'est le genre de choses qui marquent, arrivée d'un mail dans la boîte mail, fermez tout, nous sommes attaqués, tous les PC doivent être éteints immédiatement. Donc une cyberattaque qui s'est traduite par une absence totale et durable du système d'information, avec une interdiction d'utiliser tous les postes, donc tout le système informatique, ce qui se traduit donc par plus d'OF, plus d'adresse de livraison client, plus d'emplacement de stock, plus de données du système qualité, de programme machine, de mail également. Donc, grosse crise, comment fait-on pour continuer à livrer? Donc, en urgence, constitution du plan d'action, avec un certain nombre d'actions et des pilotes mis en face de ces plans d'action, c'est un point clé. Et puis, mise en place de réunions fréquentes, de points, pour faire le bilan d'où on en est et de comment est-ce qu'il faut réorienter tout ça. Un audit ISO était prévu une semaine après, donc travail aussi pour pouvoir le décaler. Donc derrière, mise en œuvre de systèmes informatiques de remplacement, achat de PC, d'imprimantes, de box pour pouvoir se connecter, reconstitution des données essentielles qui pouvaient être encore accessibles, soit par papier, soit dans des disques durs sur des clés USB, mise en place de solutions manuelles, comme on vient de le voir dans les hôpitaux récemment à la télévision, reconstitution de données essentielles à partir de quelques éléments restants. Et puis, important, un lobbying au niveau des structures du groupe, parce que quand on est dans un groupe, il faut se battre pour avoir les bonnes priorités. Et c'est un point clé dans ce cas-là. Et puis, petit à petit, remise en place d'un nouveau système, puisque l'ancien système a disparu pour être remplacé par un nouveau. Et donc, travail de fourmi pour le remettre en place. Et puis, un mois après cette attaque, un vilain petit virus, là, nommé Covid-19, qui nous confine tous. Le groupe décide que seuls les opérationnels doivent rester sur le terrain et tout le monde est en télétravail. Donc, ça veut dire, suite de la reconstitution du système d'information depuis la maison, donc avec du télétravail fréquent pour continuer les groupes de travail.
management à distance des équipes d'atelier, travail en visio avec l'équipe de direction pour continuer la mise en place de la nouvelle structure de direction, avec l'accueil et la formation de nouveaux membres de l'équipe de direction correspondant à la nouvelle organisation. Bilan des courses, eh bien maintenant la nouvelle équipe est en place et fonctionne bien. Et aucun client n'a noté qu'il y avait un problème dans l'entreprise pendant cette période-là. La deuxième crise dont je voulais vous parler est en cours. Donc, dans une PME principale d'un petit groupe français, 80 collaborateurs, 15 millions de chiffre d'affaires, avec un fondateur et dirigeant historique et omnipotent qui a été mis à pied par les actionnaires. Cette mise à pied se traduit par, d'une part, une tentative de déstabilisation de la nouvelle équipe en place par l'ancien dirigeant et sa famille, une absence totale de transition, c'était le point le plus critique finalement dans tout ça, une absence totale de transition entre cette ancienne direction et la suite des opérations. Donc, les seules données disponibles sont celles qui sont dans le RP. Donc, pareil, c'est tout de suite projet de remise en fonctionnement, de récupération des éléments. Et le point qui a été clé et qui a été fait immédiatement, c'est la rencontre et l'écoute de l'ensemble des collaborateurs pour les rassurer déjà et puis identifier les personnes clés. Une mise à l'écart de quelques asservis à l'ancien dirigeant, puisque certaines personnes restaient malgré tout de l'ancienne équipe. Identification des forces en présence, éclairage et formation rapide de nouveaux managers et réaffectation des tâches. Et puis, pour que chacun trouve bien sa place, un autre point important, les définitions de fonctions précises. Mise en place d'une nouvelle organisation de responsables clés, mise en place d'un CSE. Un des points critiques de l'entreprise était aussi un manque de suivi de la réglementation. Appui sur les systèmes qualité et les processus pour manager. C'est pour moi un outil important, en règle générale, et particulièrement là. Connexion avec les clients, bien sûr, pour les rassurer, parce qu'une guerre d'actionnaires, ça n'est pas forcément transparent pour les clients. Et puis, une remise en place d'un nouveau site d'e-commerce, le site d'e-commerce ayant été saboté par l'ancienne direction. Donc aujourd'hui, après 5 mois de gestion de cette crise, on n'a constaté aucune baisse d'activité. Les clients ont été livrés sans difficulté. Ils sont maintenant rassurés par rapport au changement d'actionnaires et d'équipe en place. Et la transition vers une nouvelle entreprise est maintenant bien avancée. Voilà pour mon expérience de ces 2 crises. Merci Philippe. On va passer la parole à Pierre-Yves. Donc, on va quitter le monde de l'industrie pour celui des services avec une première intervention qui concernait un réseau de soins en difficulté financière, je crois. Oui, absolument. Donc, un organisme qui gère un réseau de soins avec un volume de 80 millions de chiffre d'affaires, 1100 collaborateurs. Le métier, c'est vraiment de soigner une partie non négligeable de la population, puisque sur son territoire, cet organisme représentait 12% de part de marché, après les hôpitaux de l'assistance publique. Le contexte de l'entreprise, c'est qu'elle avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et qu'elle était sortie par voie de continuation, donc l'activité se poursuivait. Toutefois, le plan qui prévoyait un retour à l'équilibre de l'exploitation dans les 24 mois, malheureusement, n'était pas au rendez-vous et les pertes d'exploitation chroniques sont considérables, perdurent. Le chiffre d'affaires est en baisse constante, la trésorerie est négative depuis près de 18 mois et la cessation des paiements est certaine dans les 2 mois à venir, puisque à mon arrivée, à la mi-mai, le président me dit en juillet, on n'a plus de cash. S'ajoute à cela un climat social très tendu, très pesant,
avec des équipes certes compétentes, mais anxieuses de l'avenir, d'autant plus que cet organisme avait eu 5 DG en 4 ans, une pyramide des âges qui est inversée. Il y a près de 60% du personnel qui a plus de 50 ans, 40% du personnel dont l'ancienneté dépasse les 20 ans, et puis un manque d'investissement crucial dans les plateaux techniques. Donc, ce qui fait que des enjeux extrêmement importants, à la fois pour restaurer l'image institutionnelle de l'entreprise, d'asseoir véritablement sa légitimité, son positionnement, son rôle d'organisateur et de promoteur de la santé, et puis un enjeu de culture, passer d'une culture technique métier à une culture de la performance et de la qualité. Donc, dans ce contexte, deux axes forts. Le premier qui était de restructurer la dette. La dette pesait considérablement, évidemment, sur le développement de l'activité, puisqu'elle représentait près de 60% du chiffre d'affaires. Et donc, pour ça, nécessité de céder, après une analyse évidente, les activités qui n'étaient pas du tout cœur de métier, de céder aussi des actifs immobiliers. Donc, on voyait bien que la trésorerie très court terme était fortement dépendante de financements externes, de subventions diverses et variées. Donc, il y avait véritablement des mesures d'économie à mettre en œuvre. Et c'est par cela qu'on a démarré, notamment en arrêtant toutes les activités qui n'étaient pas rentables, en réduisant considérablement des charges liées notamment au CDD, en renégociant aussi des contrats, contrats informatiques, contrats d'achat médicaux, et puis en lançant des opérations de cession immobilière, en cédant également, comme je vous le disais, deux activités qui n'étaient pas cœur de métier. Et ces réalisations immobilières ont permis finalement de rembourser plus de 25% du passif, ce qui n'était pas négligeable. Toutefois, pour que l'activité soit durable et pérenne, il fallait renégocier à peu près 70% de la dette. Et d'une manière ou d'une autre, il fallait aboutir sur cette renégociation pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, c'était vraiment le tendon d'Achille de cet organisme. Bien évidemment, ça a pris du temps. La renégociation de la dette, à la fois, je dirais, sur les plans sociaux et fiscaux d'une part, et puis avec l'ensemble des créanciers d'autre part, donc ce qui a nécessité une modification du plan. Et dans le même temps, on a enclenché un vrai projet d'entreprise participatif porté à la fois par la direction générale, mais aussi par tout le personnel. Donc l'objectif, c'était vraiment de redonner du sens et à la fois à chacun, mais aussi à cette entreprise, en impliquant tous les acteurs de l'entreprise, mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise dans ce véritable projet. Donc, ce qui fait qu'on a été amené à définir un plan de développement avec une centaine d'axes sur tous les sujets, la gouvernance, la qualité, le développement, l'offre, l'organisation, la com, tous les sujets de l'entreprise. Et chaque directeur de l'entreprise s'est approprié ces axes et les a déclinés dans son propre périmètre. On a revu la gouvernance de l'entreprise qui était cette fois-ci pilotée par le contrôle interne. Et progressivement, on a inculqué cette culture du résultat et de satisfaction client qui était le support indispensable à l'organisation. Et évidemment, dans un contexte où
comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois la pyramide des âges est impliquée et est inversée, pardon, et d'autre part, vous avez une partie significative des collaborateurs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. C'était aussi un organisme où on laissait assez peu la parole aux collaborateurs. Donc, cette culture du résultat, il a fallu la travailler en responsabilisant les collaborateurs, en établissant un vrai climat de confiance et puis en offrant des opportunités aussi aux collaborateurs. Ce nouveau plan s'est mis en place aussi avec une nouvelle organisation vraiment structurelle de l'entreprise. Donc, forcément, nécessité de mener un PSE avec tout ce que ça peut comporter de négatif. C'est le premier PSE que j'ai mené qui était positif puisqu'on créait 5 postes. En revanche, on revoyait tous les périmètres de direction de l'entreprise et des services de l'entreprise. On a associé à cette nouvelle organisation un important plan de recrutement avec un développement véritablement des activités médicales qui étaient profitables, même si le terme était un gros mot dans un contexte sanitaire, parfois dans des déserts médicaux assez reculés. Finalement, la condition du succès, c'était vraiment de pouvoir enclencher ce plan de progrès et ce plan de développement tout en renégociant la dette. Donc, tout ça s'est mené en parallèle. La renégociation de la dette a nécessité quasiment 10 à 12 mois. Et in fine, on a pu constater après 15 mois d'activité, un inversement de la courbe, 18 mois de trésorerie négative et de diminution du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires est reparti, la trésorerie a commencé à redevenir positive. Et puis, évidemment, ce plan de développement s'est concrétisé avec un certain nombre de conventions de partenariat avec tous les acteurs du territoire, avec des financements pour justement mener des projets assez innovants en matière de santé, un développement, un redéveloppement de l'activité, un recrutement aussi de nouveaux managers, notamment dans les centres de santé, et puis le lancement de nouveaux projets sur des spécialités médicales et dentaires, dont l'objectif était finalement d'aller là où il y avait de la demande. Et on s'était appuyé évidemment sur des études de géomarketing et de consommation et de satisfaction patient. Très longue mission puisque c'est une mission qui a duré 22 mois. Voilà pour ce premier témoignage. Le second est dans un contexte d'un groupe franchisé international qui fait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires. C'est un groupe qui a une histoire, puisque c'est une entreprise familiale qui a créé ce groupe avec plus de 50 ans d'âge, 300 franchisés qui sont présents dans 14 pays avec 5 masters franchisés. Et globalement, cette ancienne est dans le top 10 sur son secteur d'activité. Toutefois, depuis plusieurs années, elle fait face à une baisse de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité. La marque a été cédée il y a 20 ans à un des leaders mondiaux de produits de bien-être, de façon à retrouver à la fois de la liquidité et puis de pouvoir développer les produits de la marque en grande distribution. Mais à cette cession de marque, aucun projet de développement ambitieux n'a été élaboré, de façon à pouvoir là aussi prendre de nouvelles parts de marché. Donc, les fondateurs ont obtenu en contrepartie de la cession de la marque une licence d'exploitation de cette marque.
mais on s'est rendu compte très vite que la marque n'était pas exploitée, voire même que ce géant mondial s'en est désintéressé et a même négligé de maintenir en vigueur certains enregistrements alors à l'INPI et à l'OMPI, puisque l'OMPI est l'Organisation mondiale de la protection industrielle. Et aujourd'hui, les masters franchisés sont isolés et risquent à tout moment de rompre leur contrat de master franchise. En parallèle, les dirigeants ont créé 21 filiales en propre, mais ces filiales sont mal gérées, très mal exploitées. La moitié d'entre elles sont en liquidation, un quart en redressement judiciaire. Certaines sont en cours de cession et seules 2 filiales sont in bonis. Donc, dans ce contexte-là, il y a une cessation des paiements qui se profile aussi à horizon 6 mois. Mais je dirais que c'est tout le modèle de franchise qui s'écroule. Et donc, les masters franchisés, évidemment, s'écroulent avec le groupe. Donc, premier axe, c'est d'assainir le groupe dans toutes ses composantes. Évidemment, de pouvoir liquider toutes les filiales qui ne sont pas rentables, de mener une opération de conciliation sur la holding du groupe, de manière à stabiliser les fondamentaux de l'entreprise. Juste pour donner un élément, les fonds propres ont été divisés par 5 en 4 ans et ils s'approchent du zéro, enfin, à un horizon 1 an, ils seront à zéro, voire négatifs. Donc, nécessité de restructurer également la dette avec des engagements hors bilan, principalement des cautions qui sont extrêmement importantes et qui sont portées par les dirigeants du groupe. Il faut restaurer l'exploitation, il faut rechercher de nouveaux investisseurs. Et là, l'objectif, c'est de voir dans quelle mesure les masters franchisés peuvent être de nouveaux investisseurs dans le modèle global de la franchise. Et puis, il y a une notion de professionnalisation des équipes qui est un handicap pour le développement de l'entreprise. Donc, l'objectif fixé, c'est de pouvoir multiplier par 2,5 le nombre de franchises sur les 5 années qui viennent. Là aussi, il y a un tendon d'Achille, je vous l'ai donné dans le contexte, c'est le fait que la marque n'appartient plus à l'entreprise. Donc, ce projet n'a de sens que si on est en capacité de racheter la marque de façon à pouvoir repositionner cette marque sur le marché haut de gamme et dans le cadre d'une stratégie globale. Donc, il s'agit aussi de redonner au marché une lisibilité forte et un signal fort de confiance en redéployant cette marque sur le haut de gamme. Donc là aussi, l'objectif était de pouvoir redéployer l'activité sur le plan mondial avec, en visant plutôt un équilibre du chiffre d'affaires par potentiel à la fois de zones et de pays. Donc, on a renforcé la position évidemment en France pour ancrer l'image d'une marque internationale. On s'est développé par capillarité sur les autres pays européens. On a ciblé des zones géographiques à fort potentiel et par ordre d'importance, l'Asie, l'Amérique, le Moyen-Orient. Et on a ciblé au sein de ces zones géographiques les pays les plus dynamiques. Et puis, pour intéresser les masters franchisés dans ce nouveau modèle, on a développé une marque alternative en entrée de gamme de façon à, là aussi, donner des éléments de redéploiement de l'activité et de la marque, non seulement sur le haut de gamme, mais aussi sur cette entrée de gamme. Donc, nouveau plan de développement, diversification de l'offre, partenariat avec le secteur du luxe, modernisation de l'approche avec un concept plus moderne, plus modulable, duplicable et surtout, on s'est appuyé sur la présence de franchisés dans les mégalopoles pour à chaque fois avoir un flagship référent dans chacun des pays, co-brandé avec le monde de la mode, de la beauté et du luxe de manière plus globale. Il n'y avait pas de centrale d'achat,
Donc, ça a été aussi un projet assez prenant, puisqu'on a créé une centrale d'achat par continent avec appui des masters franchisés, notamment du master franchisé qui avait toute l'Asie. Et puis, on est allé ensuite dans une démarche de croissance externe avec de l'acquisition de mini-réseaux constitués localement. C'était vrai pour la France, c'était vrai aussi à l'international sur des différents pays. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a pu recréer une nouvelle société avec deux types d'actionnariat, les actionnaires fondateurs d'une part, les masters franchisés d'autre part, plus un fonds d'investissement qui nous a rejoints. Et on a obtenu finalement la marque pour un montant qui restait rentable, en tout cas qui rentrait bien dans le business plan. Ce qui fait qu'on on a pu poursuivre le redéploiement de cette activité. 300 franchisés au moment où moi je suis intervenu. Aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant. C'est une entreprise qui a 720 franchisés et qui en a à peu près 200 sur la marque entrée de gamme. Et on est passé à une dizaine de masters franchisés. Donc, un redéploiement important, mais dont là aussi, le tendon d'Achille, comme je vous l'ai dit, c'était la reprise de la marque. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ces retours d'expérience très détaillés. On va passer à Jean-Philippe qui, comme toi, a occupé et occupe toujours d'ailleurs la fonction de directeur général. Alors là, il va être question dans un premier temps d'une mission menée à l'international avec également des problèmes financiers, mais également des problèmes d'ordre RH et liés au commerce. Oui, bonjour. Comme mes petits camarades ont pris tout le temps qui m'était imparti, donc je vais essayer de faire plus vite qu'eux. Non, prends ton temps, Jean-Philippe. Oui, donc l'expérience que j'ai choisie, la première expérience que j'ai choisie, c'est un grand groupe international de logistique français qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros, enfin qui faisait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui m'a demandé d'aller redresser leur filiale en Algérie qui perdait 1 million d'euros par an. Voilà. Donc, je suis arrivé avec mes petites valises en Algérie. Et là, j'ai découvert une situation absolument catastrophique. Pas de trésorerie, évidemment, pas de rentabilité, un niveau de service offert, puisqu'on est dans la logistique, hein, donc un niveau de service offert qui était absolument en dessous de tout, et des problèmes RH sans nom. Des locaux délabrés dans lesquels il était impossible de travailler, un personnel qui n'était pas du tout impliqué. Donc voilà, situation un petit peu compliquée à mon arrivée. Il va sans dire qu'il n'y a pas eu de passation. Donc j'ai découvert au jour le jour la situation de l'entreprise et avec les gens qui voulaient bien me donner des informations. Donc, la première chose que j'ai pu faire, c'est d'écouter tout le monde. Quelle était leur vision de la situation, pourquoi l'entreprise en était arrivée là, avec une compréhension de ma part très humble des choses, puisqu'on arrive dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture. Bon, il se trouve que j'avais déjà eu un certain nombre d'expériences à l'étranger, mais à chaque fois, l'humilité me semble un élément fondamental. Donc on écoute, et puis il faut très rapidement, quand on est dans une situation aussi compliquée, mettre en place des équipes de combat. C'est-à-dire qu'on est à la guerre et donc il faut détecter quels sont potentiellement les gens et les personnes impliquées dans l'entreprise pour aller au combat ensemble. Donc ça, très rapidement, c'est mis en place avec un comité de direction qui n'existait pas, bien sûr, et
une définition des rôles de chacun au sein de ce comité de direction pour que chacun partage les différentes missions de l'entreprise. C'est là où j'ai fait les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit comment faire pour faire qu'il y ait un vrai déclic et un électrochoc. Donc, je vous rappelle qu'on est en Algérie, un pays un peu compliqué. Et donc, j'ai décidé de nommer des femmes au poste de responsabilité. Et ça a été un véritable électrochoc parce que un certain nombre d'hommes n'ont pas supporté d'avoir des femmes comme responsables. Et donc, c'est des gens qui probablement étaient un peu moins ouverts d'esprit. Quand on est dans une entreprise de logistique qui travaille à l'international, il faut une certaine ouverture d'esprit. Donc là, j'ai eu en cascade un départ d'hommes qui ne supportaient pas la situation. Et du coup, ces femmes qui avaient été nommées étaient d'autant plus impliquées que, à l'époque, enfin, c'est pas si vieux, hein, ça date d'il y a 4-5 ans, c'était compliqué pour une femme d'avoir un poste à responsabilité. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Ce qui a bien fonctionné également, c'est que, évidemment, on a changé de locaux, on s'est installé dans des locaux convenables, avec du mobilier correct, en respectant les gens, les employés, et en les faisant fonctionner ensemble. Et du coup, ça a créé une nouvelle dynamique en termes de qualité de service, mais également une nouvelle dynamique commerciale qui nous a permis d'avancer et d'avoir rapidement des résultats rapides. Le bilan de tout ça, c'est qu'après un an, on est passé de moins 1 million d'euros à plus 1 million d'euros de résultats nets. Donc, voilà. La deuxième expérience, donc, qui elle est en cours, enfin, c'est le funéraire. Donc, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout il y a à peu près un an, dans lequel je suis rentré par l'intermédiaire du management de transition, donc avec MCG, et par la suite, donc l'entreprise a souhaité me recruter en direct pour assumer les fonctions de directeur général. La problématique était la suivante, c'est que depuis 2 ans, cette entreprise perdait 700 000 euros par an. Donc en 2019, en 2018, c'était 700 000 euros de pertes pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions. Une particularité, c'est que c'est une SPL, ça veut dire que les actionnaires sont des collectivités territoriales, des collectivités locales, et que donc la vision des choses n'est pas forcément celle du privé. Ce sont des élus qui sont dans le conseil d'administration. Je suis arrivé dans une entreprise, évidemment, qui réalisait des pertes importantes, qui virtuellement était dans le mur. C'est-à-dire qu'on était… si les décisions n'étaient pas prises rapidement sur une recapitalisation, c'était effectivement un dépôt de bilan assuré. Sachant que le capital d'origine était de 600 000 euros. Donc vous avez vite fait le calcul, quand on a perdu 2 fois 700 000 euros. Une atmosphère de travail absolument délétère, aucune communication avec le staff, avec les équipes, et des résultats bien sûr catastrophiques. Donc la première chose, ça a été d'essayer de retrouver la confiance des actionnaires, donc en l'occurrence les élus. Alors bien sûr, il y a eu un audit qui a été fait, et de les convaincre de remettre de l'argent dans l'entreprise, parce que sinon c'était effectivement c'était non viable. Donc nos actionnaires ont remis de l'argent dans l'entreprise. Dans le même temps, il y avait un travail qui avait déjà été commencé de la même manière qu'en Algérie, c'est-à-dire de l'écoute, détection des potentiels chez un certain nombre de cadres ou de salariés de l'entreprise. Et puis en parallèle, puisque bien sûr la situation
la partie finance n'était absolument pas gérée dans cette entreprise, donc il a fallu gérer la finance, donc remettre en place une équipe finance, que ce soit direction financière, mais également comptable. Donc, on a travaillé sur tous les volets, finance, production, commerce, voilà. Et surtout, en même temps, une communication permanente à toutes les équipes. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas caché les choses, on a expliqué quelle était la situation, ce que nous pensions faire pour redresser la barre et leur expliquer toutes les étapes qui allaient se produire. Le résultat, c'est que les gens se sont remis au travail, qu'on a augmenté notre productivité et que, par voie de conséquence, on a baissé la sous-traitance de l'ordre de 75%. Quand on baisse la sous-traitance de 75%, forcément, ça a un impact immédiat sur les résultats. En parallèle, on a mis en place de nouveaux outils, c'est-à-dire qu'on avait des systèmes informatiques qui étaient complètement obsolètes, donc on a mis en place un ERP, on a lancé une démarche qualité, enfin, tout ce qui touche. On a également renouvelé la gamme produit, le pricing. Alors, tout ça est très récent, hein, puisque moi, je suis arrivé à l'entreprise en novembre 2019. Et donc, ça fait un an, enfin, ça fait 14 mois. Donc, on travaille également sur le site web, sur la com. Et du coup, on a également retravaillé nos tarifs. Donc, on a commencé à récupérer des parts de marché. Tout ça pour arriver à un résultat, donc je rappelle en 2019 qui était de moins 700 000, à un résultat en 2020 qui est de plus 70 000. Voilà, donc on a inversé la tendance et on a mis en place des outils pour avoir un développement pérenne de l'entreprise. Merci Jean-Philippe. Voilà deux beaux exemples de retour à la profitabilité. On va terminer cette première partie avec Ludovic, qui est notre expert sur la partie financière et qui va aborder tout d'abord un cas particulier d'administration provisoire menée au sein d'une TPE. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour les deux exemples, il y a une petite particularité puisque les deux se sont passés, je dirais, sous la responsabilité d'un administrateur judiciaire. Dans le premier cas, donc dans le cadre de la TPE, on était dans le monde du BTP. Petite structure de 1,5 million de chiffre d'affaires, 10 collaborateurs, et le dirigeant s'est suicidé. Donc, après, notamment, enfin, un certain nombre de problèmes personnels, et concomitamment au suicide, on a eu le principal client qui représentait 60% du chiffre d'affaires, qui a annoncé la cessation des relations commerciales à horizon d'1 an. Donc, la décision du juge des tutelles, vu que les ayants droit étaient encore mineurs, ils avaient 10 et 12 ans à l'époque, était de nommer un administrateur provisoire. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas uniquement en direction financière, mais en direction des opérations que nous sommes intervenus. Donc, pour maintenir la valeur du capital à transmettre aux ayants droit et préparer la cession de l'entreprise justement pour pouvoir transmettre ce capital aux ayants droit. Donc, la situation était assez compliquée. D'une part, au point de vue commercial, puisque avec la perspective de perdre 60% du chiffre d'affaires, eh bien les risques de dévalorisation de l'entreprise sont importants. Et puis, deuxièmement, j'aurais même pu le mettre en premier, au niveau des équipes qui étaient sur place et qui avaient eux-mêmes trouvé le dirigeant après son suicide, je dirais une ambiance et une démoralisation de l'équipe, d'autant plus que l'équipe avait déjà été témoin d'un accident mortel 6 mois avant le suicide du dirigeant. Donc, des équipes un petit peu fragilisées. Donc là, nécessité de sécuriser déjà les clients.
Il n'y avait pas de problème de trésorerie, hein. Je crois que c'est l'un des seuls cas là dont on a parlé où il n'y avait pas de problème de trésorerie immédiat. La société avait un trésor de guerre très confortable et margeait très bien. Mais donc nécessité de garder ce niveau de trésorerie. Donc ça voulait dire sécurisation des clients actuels, puis également recherche de nouvelles applications pour les éléments préfabriqués qui étaient fabriqués par l'entreprise et derrière donc sécuriser également les équipes puisque certains n'ont pas pu supporter le contexte, notamment les neveux de l'ancien dirigeant qui travaillait sur place et ont quitté l'entreprise dans les mois qui ont suivi. Donc, nécessité de reconstituer des équipes et de garder les compétences en interne. Car dans une entreprise où il n'y a que 10 salariés, chacun occupe des fonctions diverses et multiples. Et il y a besoin à chaque fois d'avoir, je dirais, des hommes orchestres aux différents postes. Donc là, un management de terrain très proche de l'équipe, d'abord pour les remotiver, pour leur redonner des perspectives, et puis une action auprès des clients et des fournisseurs qui étaient également inquiets, mais quasi permanente. Je vais essayer de faire un petit peu plus court, donc je vais passer juste, donc, in fine, la mission aura duré 15 mois et l'entreprise aura été vendue à la valeur qui avait été initialement déterminée. Donc, on a réussi à maintenir la valorisation de l'entreprise pendant toute cette période-là. Le deuxième cas est un cas très différent, puisque là aussi, on revient dans un cadre un petit peu plus connu de gestion de crise. D'abord, c'était une entreprise donc dans le secteur du luxe, 8 sociétés, 4 sites de production, 1400 personnes, un site de production en Thaïlande. Sur les 1400 personnes, à peu près la moitié en Thaïlande. Connaissant des problèmes financiers et au sein de laquelle il n'y avait plus de DAF depuis 7 ans, puisque le président et le directeur général partaient du principe que ce n'était pas une fonction essentielle et qu'ils arriveraient bien à gérer ça de leur côté. Donc pendant la période, ils avaient consommé en gros tout le trésor de guerre de l'entreprise pendant les 7 ans. Qui correspondait à peu près en termes de trésorerie, on est passé de quasiment 80 millions d'euros de trésorerie à moins d'1 million d'euros de trésorerie sur cette période-là, et avec une désorganisation totale de l'ensemble des composantes de l'entreprise. À savoir, on avait des produits qui étaient vendus en marge sur coût variable négatif. On avait des temps de cycle qui étaient absolument hallucinants. Pour vous donner un exemple, le temps de traversée d'un produit nécessitait 8 semaines, alors que le temps de production efficace était évalué à 4 à 5 jours, ce qui nécessitait des besoins en BFR absolument colossaux. Donc, à la demande du pool bancaire, un DAF donc a été nommé, et donc c'est là où je suis intervenu. Dès la prise de fonction, en gros au bout d'une semaine, j'ai pu identifier qu'on était en cessation de paiement imminente. On a mis en place on a proposé un plan d'action. En 3 semaines, on avait déterminé quels étaient les axes de travail. Ce plan d'action a été refusé par l'entreprise, et assez rapidement derrière, le groupe s'est enfoncé dans la crise, et ce qui a conduit au redressement judiciaire. Donc, première étape du redressement judiciaire, la direction et la présidence ont été débarqués par
donc sur décision du tribunal de commerce et confié à un administrateur judiciaire, et qui s'est reposé sur l'expertise d'une équipe de managers de transition. On a été jusqu'à 5, occupant toutes les fonctions régaliennes, direction générale, direction financière, DRH, et également la partie commerciale pour la partie opérationnelle. Donc, il a fallu revoir entièrement le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ça voulait passer par quoi? C'est passé par le montage d'une équipe en interne, puisque c'est eux derrière qui allaient faire vivre l'entreprise une fois la crise passée, et une refonte donc des flux de production. On a réduit le nombre de sites de production, raccourci les cycles de fabrication, réduction également du nombre de structures, réduction du nombre de clients, puisque, comme je l'ai dit, un certain nombre de clients étaient en fait nocifs pour la survie de l'entreprise. Donc, renégociation avec ceux qui étaient prêts à continuer l'aventure et arrêt des productions. Et donc, en fait, on a littéralement coupé le groupe en deux, divisé par deux les effectifs. Il y a 700 personnes qui sont sorties, dont 400 en Thaïlande. Et le chiffre d'affaires est passé de 80 millions à 40 millions. Et le groupe a pu être cédé, et aujourd'hui continue sa vie et est parfaitement profitable à l'heure actuelle après cession. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu plus court. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à tous pour ces retours d'expérience très enrichissants. Donc, on conclut cette première partie, et on a vu à la fois à travers l'introduction et l'exposition de ces différents cas qu'il était assez difficile, in fine, de définir la notion de crise de manière générique, tant il existe différents types et situations de crise. La question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette deuxième partie, c'est de savoir s'il existe des best practices qui pourraient s'appliquer dans la plupart de ces situations, voire dans tous les contextes de crise. Et donc là, je vais donner la parole à Philippe. Philippe, pour toi, est-ce qu'il y a des postures, des attitudes, voire des outils méthodologiques qui, pour toi, paraissent indispensables à utiliser dans ce type de situation ? Pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Oui, bien sûr, il y a des indispensables, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi une adaptation qui peut être extrêmement différente en fonction de son propre caractère. Personnellement, je ne suis pas du tout un intuitif, donc j'ai besoin de savoir j'ai besoin de savoir où je suis et où je pars. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, le point important pour moi, c'est la connaissance de l'environnement. Alors, quand on arrive sur une mission, qu'elle soit de crise ou autre, on a toujours un document qui nous dit voilà, l'entreprise en est là. La réalité est souvent extrêmement différente, puisque c'est en général une vision des dirigeants qui eux-mêmes ont généré la crise en question. Donc, par nature, ils n'ont pas forcément la bonne vision des choses. Donc, personnellement, je passe beaucoup de temps au début. Alors, quand je dis beaucoup de temps, attention, on est dans une crise quand même. Je ne parle pas de 6 mois, je parle de quelques jours, pour rencontrer un maximum des collaborateurs et savoir quelle est leur vision à eux du sujet, où sont les carences, qu'est-ce qui dysfonctionne, etc. Et pour moi, ça, c'est un indispensable. C'est ce qui permet de partir dans le bon sens instantanément et pas de se fourvoyer sur des fausses pistes. Et puis, dans cette phase-là, il y a un point qui est aussi pour moi extrêmement important, c'est de bien cerner qui sont ceux que j'appelle les bons à rien, prêts à tout. Hein, vous savez, ceux qui ne sont pas forcément spécialistes, mais que quand il faut y aller, ils sont là. Vous pouvez les lâcher derrière les lignes irakiennes en sandales, ils vont survivre et se débrouiller. Ceux-là, je les adore. Et par contre, il faut aussi identifier les bons à tout, prêts à rien. C'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont plein de connaissances, mais qui ne sont jamais partants pour aller où que ce soit.
Dans cette phase-là, il faut aussi savoir mettre ses dogmes de côté quand on en a, parce qu'on découvre toujours des choses qui sont surprenantes, qui sont différentes de ce qu'on peut imaginer, qui sont différentes des ratios habituels, et c'est un point important. Le deuxième point, c'est l'obligation, pour moi, de mettre en place une vraie gestion de projet, c'est-à-dire d'être toujours dans j'ai défini un plan d'action, je suis les actions avec des pilotes, hein, bien sûr, qui ont été choisis parmi les bons à rien dont on parlait tout à l'heure, et de suivre ces actions-là, de les recadrer, mais toujours avec suffisamment de prise de temps consacré à regarder les choses d'un peu plus loin et pas le nez dans le guidon. Donc, c'est la construction rapide d'un plan d'action avec des pilotes et puis des points d'avancement. Et toujours, ça me paraît un point clé, donner de la visibilité à tout le monde. C'est-à-dire que pourquoi ce projet est construit comme ça et qu'est-ce qui fait qu'il va réussir. Le troisième point qui est bien entendu fondamental, parce que toute crise naît en général de carence de management, c'est de reconstituer un management pertinent par rapport aux besoins du projet. Personnellement, je suis totalement persuadé qu'il faut proscrire ce que j'appelle la position du chevalier Bayard. Hein, vous savez, le mec qui court devant en espérant que les autres vont le suivre. Eh bien, ça ne marche pas dans ce type de problématique, ça ne marche pas du tout. Et personnellement, j'ai beaucoup plus de tendresse et j'adopte volontiers le type de management qu'on appelle celui du loup alpha dans une bande de loups en déplacement. Si vous ne connaissez pas le sujet, je vous invite à le chercher, c'est assez intéressant. Qui n'est pas devant, mais qui est derrière, et qui, depuis l'arrière, voit ce qui se passe et corrige ce qu'il y a à corriger, intervient là où il y a besoin d'intervenir, sachant qu'il a mis devant ces anciens grognards qui donnent le rythme. Il ne faut pas aller trop vite. Et c'est les anciens qui donnent le rythme et qui permettent de garder l'ensemble de la horde de manière très condensée et pour que tout le monde avance bien à la même vitesse. Un point qui, lui, me paraît en général absolument indispensable, c'est de toujours garder son calme. Jamais de panique, jamais de... ouais, ok, il y a du mauvais temps, hein, c'est la tempête, le bateau tangue dans tous les sens. Bien entendu, ce n'est pas en s'excitant, ce n'est pas en faisant peur qu'on arrive à quelque chose. Et ça, c'est pour moi un point important. Toujours, hein, c'est mon expérience et l'école que j'ai eue au début de ma carrière. Un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être une machine à transformer du stress en confiance. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de grave stress. Et les collaborateurs ne doivent pas être dans cette situation-là. Et la pire des erreurs, c'est de répartir son stress. Il faut absolument le garder pour soi. C'est des fois compliqué, ça peut générer des nuits compliquées, mais c'est pour moi indispensable. Les collaborateurs doivent être à l'aise, doivent se sentir en confiance. Et un dernier point qui est aussi un indispensable auquel il faut penser dès le début, c'est que pour que les équipes adhèrent le plus vite possible, il est indispensable de s'appuyer sur des premiers résultats immédiats. Et il faut choisir dans son projet les premières actions qui vont permettre ça. Il faut choisir les petits sujets qui ne sont pas les sujets majeurs forcément, mais qui vont permettre de montrer qu'on peut transformer les choses et on peut avancer. Voilà quels sont pour moi les points importants dans le management en général et dans le management de crise en particulier. Merci beaucoup, Philippe. Pierre-Yves, quelles sont les bonnes pratiques que tu appliques à ces cas de gestion de crise? Alors, je vais rebondir sur un point que vient d'évoquer Philippe, c'est de garder son sang-froid. Je crois que dans les périodes de tension et de pression, c'est important de se maîtriser et puis d'avoir confiance en soi. Ça évite d'une part de se replier sur soi-même et puis de se crisper finalement sur son cœur de métier.
Il ne faut pas oublier qu'on joue le rôle de tampon entre le monde extérieur et les équipes. Donc, elles attendent d'être rassurées. On doit leur manifester aussi de la reconnaissance, même si les efforts ne se transforment pas immédiatement. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre la situation. Il faut rencontrer évidemment toutes les strates de l'entreprise. La gouvernance en fait partie. C'est important de rencontrer les actionnaires, c'est important de rencontrer les équipes, toutes les équipes, et de s'appuyer sur leurs points forts, leurs qualités. Bien évidemment, sans oublier de mettre en exergue les difficultés ou les manques dans ces équipes. Assez vite, il faut pouvoir définir les actions à mettre en œuvre sur tous les plans. Il faut aussi mettre en évidence ce qui ne va pas changer de façon à sécuriser encore une fois les équipes, les individus. Et puis, il faut s'appuyer sur toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister et le savoir-être individuel et collectif qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire solidarité, entente, motivation, créativité. Et puis communiquer simplement et concrètement sur la situation et présenter la situation telle qu'elle est. On ne l'enjolive pas, on ne la décrédibilise pas non plus. Voilà, elle est dans cet état, il faut pouvoir communiquer simplement sur cette situation. Ensuite, il faut pouvoir fixer le cap. Quand on est dans une période de crise, les collaborateurs, ils sont par nature perplexes. Donc, il faut qu'on endosse, je dirais, un costume de visionnaire, c'est-à-dire qu'on va décrire la cathédrale en construction et surtout, on va mettre en valeur chaque fois qu'on va poser une pierre. Donc, il faut pouvoir communiquer avec les équipes sur des temps courts, très courts. Ça peut être la journée ou la demi-journée. Et à chaque fois, on est dans une logique de brief, de mobilisation. Les points clés de l'étape qui vient se passer et les actions clés à mettre en place sur l'étape qui est à venir. Donc, encore une fois, ça vise à sécuriser les équipes par ces quick wins et avec des objectifs qui sont réalistes, atteignables à très, très court terme. Le point suivant, c'est de renforcer les liens de solidarité entre les équipes. Il faut savoir entretenir, ranimer et animer l'esprit d'équipe. On expose un problème en comité de direction, on prend le temps d'écouter les solutions qui sont proposées par ses pairs. Il faut aussi leur permettre de vider leur sac. Donc, ce sont aussi des moments où chacun doit pouvoir livrer, libérer la parole et échanger sur des bonnes pratiques pour pouvoir créer ce lien professionnel et développer les comportements d'entraide. Et je crois qu'il faut aussi avoir comme objectif qu'on ne vise pas la performance, mais on permet aux équipes de prendre conscience que chaque action, c'est une victoire. Et c'est comme ça qu'ensuite, on va monter en motivation pour monter en performance. Donc, c'est la motivation qui va accompagner la montée en performance. Bien sûr, il faut décider. Les décisions, elles se prennent et elles s'appuient sur des analyses que le manager doit être capable de partager, encore une fois, avec ses équipes. Il faut impliquer l'ensemble des collaborateurs, impliquer l'encadrement intermédiaire dans la communication. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces managers ambassadeurs pour relayer auprès des équipes tout le discours et les décisions d'une direction générale. Et puis, par capillarité, ça va permettre d'envoyer aussi des messages aux clients, aux actionnaires. Et dans une période de crise et d'incertitude, c'est absolument nécessaire. Il faut aussi redoubler d'efforts sur toute la partie commerciale. La crise, elle galvanise. Donc, on a vu émerger des dizaines de concurrents ces derniers temps, notamment dans cette crise du Covid. On prend conscience que les concurrents, finalement, ils sont l'arme au poing et ils sont prêts à avancer. Donc, il faut profiter aussi de cette période-là pour, en pratique, être plus rigoureux sur l'analyse de la concurrence, l'analyse du portefeuille, l'analyse des objectifs.
il faut bichonner vraiment sa clientèle dans ces périodes délicates. Et puis, ça permet aussi d'inculquer cet esprit commercial à toute l'équipe. Donc, là aussi, toute l'équipe, ça va bien au-delà de l'équipe commerciale et ça va sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Bien sûr, il faut savoir réduire la voilure hein, de l'entreprise, faire des économies sans démoraliser les troupes, hein, de façon à pouvoir faire face à la situation particulière que peut vivre l'entreprise. Mais il faut aussi préserver la créativité, c'est-à-dire on ne va pas étouffer tout le souffle de vie dans l'entreprise. Donc, il faut pour ça donner une vision à moyen terme à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, je pense que les clés de performance en cas de situation de crise durable, c'est vraiment l'autonomie, la confiance, la coordination. Et tout le reste vient se greffer autour. Très bien. Jean-Philippe, notion sur laquelle tu as pas mal insisté lors de la préparation des webinaires et que tu as évoqué dans les missions que tu nous as exposées en première partie, c'est l'écoute, je crois. Oui, pour moi, au-delà de tout ce qui a été dit et qui est bien sûr fondamental hein, sur le calme, sur le sang-froid, dans des situations parfois compliquées, je crois que la meilleure perception quand on arrive devant une situation de crise, c'est l'écoute. Parce que qui connaît mieux l'entreprise que les professionnels qui y travaillent? Ça ne veut pas dire que pour autant on ne fait pas la part des choses, mais beaucoup détiennent déjà les clés de ce qui demain pourrait fonctionner. Donc, et pour ça, il faut de l'écoute, écouter, entendre tous les collaborateurs, qu'ils soient cadres, qu'ils soient employés, pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Après, moi je dirais qu'il y a un autre élément qui est clé, c'est l'humilité. Parce que forcément, en fonction des situations, les recettes sont différentes. Et donc, on ne peut pas arriver, comme le disait Philippe tout à l'heure, tel un chevalier. Il faut s'adapter en permanence et faire preuve d'humilité parce que la vérité, ce n'est à la fin que le résultat. Et le résultat, il se construit ensemble. Ensuite, il y a, ça c'est peut-être plus personnel, mais pour moi, l'innovation, ça me semble être aussi un élément important. Alors, l'innovation, ce n'est pas forcément dans les produits, mais ça peut être dans l'approche avec les collaborateurs. J'ai expliqué tout à l'heure l'option prise en Algérie, mais il faut se poser la question, à mon sens, à chaque fois, comment innover, comment prendre les choses différemment et faire adhérer, bien sûr, les équipes à ces innovations. Dans tous les cas de figure, une entreprise qui va mal, il faut se concentrer sur le commerce. Il ne faut pas oublier les basiques. Et donc, les basiques, c'est quand même les clients, parce que c'est les clients qui font vivre l'entreprise. Et donc, il faut donner absolument une priorité au commerce. Et pour finir, pour moi, le dirigeant, il a un devoir d'exemplarité. Il a un devoir d'exemplarité. Il doit expliquer ses choix, se les faire challenger par ses collaborateurs, par son codir, par les salariés. Et il doit également être le premier vendeur de l'entreprise. Il doit, enfin, en tout cas, en permanence faire preuve d'exemplarité parce qu'on ne peut pas exiger de ses collaborateurs ce qu'on ne fait pas soi-même. Voilà, globalement, ce que je pouvais ajouter à ce qu'ont dit mes petits camarades. Et Ludovic, pour la conclusion de cette deuxième partie. Merci. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit, et j'y adhère totalement, hein. Donc je vais essayer de pas forcément reprendre tout ce qui a été dit, ou je vais le reformuler avec mes mots. Je pense qu'il y a aussi un aspect où il faut bien comprendre et décrypter l'entreprise et son environnement. Interne et externe. Certes, on est, alors j'aime pas ce mot d'expert, mais en attendant,
on sait gérer une crise, mais chaque entreprise est différente et doit être abordée en tant que telle. C'est là où je rejoins ce qui a été dit par mes collègues, où il faut faire preuve d'une grande humilité parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il est nécessaire à chaque fois de repartir de la feuille blanche. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre métier. C'est justement cette capacité ou cet intérêt pour réinventer à chaque fois et se réinventer à chaque fois. Donc pour ça, il faut bien comprendre l'environnement de l'entreprise, que ce soit son microcosme et son macrocosme. En interne, au-delà de l'organigramme, il faut aller chercher le sociogramme, il faut bien comprendre quelles sont les interactions. Tout à l'heure, Philippe parlait des bons à rien mais prêts à tout et des bons à tout mais prêts à rien. Oui, ça fait partie des éléments essentiels de bien comprendre sur qui on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir derrière rebondir. Et puis également, il y a un point qui est la bonne compréhension d'où vient la crise. Est-ce qu'elle est endogène, un problème de gouvernance, ce qui est la plupart du temps le cas, ou exogène si on est véritablement dans un secteur en crise. Et là, il faut se poser les bonnes questions et les mesures à prendre ne seront pas les mêmes et doivent être adaptées. Donc, je rejoins également mes collègues sur le fait que lorsqu'on arrive dans l'entreprise, un diagnostic de la structure doit être opéré très vite, permettant justement l'identification des forces et des faiblesses sur lesquelles on va pouvoir soit s'appuyer, soit auxquelles il va falloir remédier. Et également les forces et faiblesses des partenaires, les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers, les partenaires sociaux. Et idéalement, cette phase se conduit très rapidement dans la première semaine et doit permettre avec les équipes qu'on aura pu identifier, de construire un plan d'action dans le premier mois plutôt si possible. Ce qui ne veut pas dire que dans ce premier mois, on ne se consacre qu'à ça, puisqu'on a aussi l'opérationnel et le quotidien à gérer. Et donc, on peut déjà commencer à engranger un certain nombre de quick wins. Pour ça, je pense que il est absolument essentiel, dans les premiers temps au moins, d'avoir un management de proximité au plus près des équipes. Comme le disait Jean-Philippe, la première étape consiste à écouter, à recueillir les informations auprès des acteurs de l'entreprise, que ce soit le management, les personnes clés, les anciens, les clients, les fournisseurs. Et il est primordial de redonner du sens aux actions des équipes, de leur rendre confiance. Il est nécessaire pour elles et pour le manager que les équipes puissent continuer à faire leur travail en sérénité et en confiance. Il faut se souvenir pour ça que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a beau être des managers de crise, ils ont l'expertise de leur métier. Ils ont la plupart du temps les clés aux solutions de leurs problèmes, mais ayant la tête dans le guidon, étant démobilisés, ils ne les voient plus et se chargent aussi aux managers de crise de leur sortir la tête de l'eau et de leur permettre de respirer, de leur redonner des espaces pour pouvoir souffler et se reposer un certain nombre de questions et reconstruire. Donc ça impose une grande humilité, une grande bienveillance envers ces personnes qui traversent une période difficile et qui ont bien souvent des doutes sur leur avenir. Il ne faut pas oublier que c'est avec eux que les solutions se construiront et rien ne pourra se faire sans leur adhésion au plan. On n'arrive pas et on ne calque pas quelque chose qu'on va imposer. La solution se construit et doit venir aussi des équipes en place. Faut pas oublier que les héros dans cette aventure, c'est pas le manager de crise, c'est ceux qui vont rester derrière et qui vont continuer à faire tourner l'entreprise une fois qu'on sera parti. Il est hors de question qu'un manager, lorsqu'il s'en va, génère une crise par son départ. Donc, on laisse l'entreprise dans un état d'autonomie et ils n'ont plus besoin de nous une fois qu'on est parti.
Pour ça, il y a besoin de sécuriser quand on arrive et qu'on a identifié les zones de faiblesse, il faut mettre en sécurité les actifs, que ce soit la trésorerie, que ce soit les stocks, les moyens industriels. Tout dépend s'ils sont engagés, s'ils sont en crédit bail, s'il y a des stocks de consignation. Bref, il faut dresser la liste de toutes les zones à risque de l'entreprise et sécuriser ces zones à risque. Bien souvent, ça passe par la trésorerie avec le risque immédiat de cessation de paiement, hein. C'est la sanction, je dirais, la plus visible, mais elle peut avoir des causes très, très variées, que ce soit commercial, que ce soit industriel, que ce soit de mauvaise gestion, que ce soit des choix malheureux d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que dans un cas comme ça, en fait, le manager de crise, dans un premier temps, il va acheter du temps. Avant enfin, il y a un président chez MCG Managers qui a pour habitude de dire on est des urgentistes et avant de soigner le cancer, on va d'abord s'assurer que le patient peut passer la nuit. Donc, c'est exactement ça. On met en sécurité les actifs et on donne à l'entreprise les moyens de pouvoir continuer son activité, que ce soit des moyens financiers, les moyens au niveau des compétences ou les moyens industriels et commerciaux. Enfin, pour essayer de conclure, je pense que le manager doit incarner en fait un véritable rôle de chef d'orchestre. Une fois que les interlocuteurs au sein de l'entreprise ont été clairement identifiés et qu'on a constitué autour de soi la meilleure équipe possible, et ça veut dire également qu'à certains moments, il faut pouvoir sortir un certain nombre d'éléments nocifs et faire rentrer de nouvelles compétences. Il faut les embarquer dans le projet et que ce soit eux qui déroulent le projet. Comme je le disais, in fine, c'est eux qui resteront et qui manageront l'entreprise après le départ. Donc, c'était véritablement leur donner les clés et les accompagner pendant cette période-là. Je ne sais plus lequel de mes collègues parlait de cette image d'enlever le stress et d'apporter de la confiance. L'un des rôles du manager, là, est d'être véritablement le rock dans la tempête. C'est la personne auprès de qui on va pouvoir en effet venir, s'épancher, faire jouer l'effet miroir, mais construire également la solution de demain. Voilà, j'ai essayé de concentrer un petit peu. Merci Ludovic. Alors, je vois l'heure effectivement tourner. On a pas mal débordé, mais en même temps, il y avait énormément de choses à dire, donc c'est normal. L'heure est venue de conclure. Et Pierre-Yves, je crois que tu voulais nous rappeler quelques facteurs clés de succès et insister également sur la nécessité de s'appuyer sur des profils qui ont vécu ces situations et qui ont connu des réussites dans leur passé professionnel. Oui, absolument. Je crois qu'il faut rappeler, puisque le sujet, c'était quand même les situations de crise, c'est que dans ces situations-là, évidemment, le futur est incertain. Les réflexes habituels sont bousculés, voire inversés par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, il y a des facteurs anxiogènes qui se cumulent et qui viennent souvent figer les équipes. Donc, je crois que le premier axe, c'est de pouvoir véritablement mobiliser l'intelligence collective pour que l'ensemble des collaborateurs deviennent acteurs dans l'exécution, mais soient aussi acteurs et force de proposition. Jean-Philippe le rappelait tout à l'heure, les bonnes idées, elles viennent souvent des collaborateurs. Le deuxième point, c'est de privilégier la transparence. C'est expliquer ce qui se passe objectivement, aussi complètement que possible, et peut-être montrer aussi pourquoi les problèmes prioritaires ne sont plus les mêmes. Donc, ça permet d'éclairer aussi l'avenir. Le troisième point, c'est de partager avec les équipes
ces expériences passées pour pouvoir faciliter aussi leur compréhension dans des contextes et des circonstances particulières qu'ils sont en train de vivre. Là aussi, il faut les rassurer. Donc, l'expérience de situations similaires permet en fait de prévoir l'imprévu, de dédramatiser, donc de rassurer. Et je crois que la confiance, elle s'installe progressivement parce qu'elle est légitimée et parce qu'on met en mouvement. Donc, forcément, dans ces contextes-là, le management de transition a peut-être une place particulière à jouer, d'autant plus que dans ces situations, on recherche quand même les qualités particulières d'un manager en gestion de crise. D'abord, d'avoir une expérience dans ces situations-là, dans la gestion de crise, dans la gestion de risque, dans le management de crise, et qui vont lui permettre de s'appuyer sur son expérience pour être immédiatement opérationnel et finalement obtenir rapidement des résultats. Il faut aussi qu'il ait une connaissance approfondie d'industries spécifiques ou de secteurs sensibles, parce qu'on n'intervient pas dans la chimie comme on intervient dans le nucléaire ou dans le transport ferroviaire ou dans l'agroalimentaire ou dans le retail. Donc forcément, il y a des codes qui sont liés à chacune de ces industries et de ces secteurs. Et puis, ce qu'on demande aussi comme qualité à un manager de transition, c'est sa hauteur de vue, son sens de la synthèse, des priorisations, évidemment, dans un plan d'action, sa maîtrise du stress, sa capacité à pouvoir aller à l'essentiel et puis à prendre des décisions sous pression, des qualités de communicant, l'habitude aussi de travailler en mode projet. Le co-développement est un élément clé dans ce type de situation. Et puis, il y a un élément clé dans une mission de transition, c'est que c'est la durée de la mission. Elle est limitée dans le temps. Et puis surtout, le manager, il est libéré de tout enjeu personnel, si ce n'est celui de réussir. Donc forcément, tous ces éléments facilitent le travail avec toutes les parties prenantes, bien sûr les collaborateurs, les dirigeants, les actionnaires, les instances représentatives du personnel, les parties extérieures, etc. Donc pour moi, le manager de transition, et je crois que c'est un fil conducteur dans tout ce qui a été dit, il doit faire preuve d'écoute et finalement de trois compétences comportementales clés. D'abord, une confiance en soi. Deux, une capacité à prendre du recul. Et trois, une aptitude à réfléchir de manière collective. Voilà, nous arrivons à l'issue de ce webinaire, donc il ne me reste plus qu'à tous vous remercier, vous participants qui étiez plus de 250 aujourd'hui, remercier bien évidemment nos intervenants pour la préparation et le travail fourni dans ce premier webinaire de l'année, également les personnes qui ont participé à l'organisation. Sachez que vous pouvez donner vos avis sur cet événement à travers un questionnaire LinkedIn. Un certain nombre de questions ont été posées et on n'y aura malheureusement pas vraiment le temps d'y répondre en live, mais vous avez ici mon adresse mail qui s'affiche et j'aurai grand plaisir à répondre à l'ensemble de vos questions. Pour les personnes qui n'étaient pas forcément disponibles, un replay sera lui disponible sur YouTube ainsi que sur notre site internet. Et prochain événement, webinaire au mois de juin sur la transformation d'entreprise. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre page LinkedIn pour suivre nos actualités. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir, messieurs, et encore merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci.